Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste ? Qui sont-ils ? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme ? L'IB, c'est complotiste. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. On est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide. Une gigantesque supercherie mondiale. Les gens n'y croyaient pas. Cette pandémie est un fake. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Vous connaissez le principe, avec Rudy Reichstadt et Tristan Mendes France, nous nous immergeons dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair, et c'est déjà la saison 3. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Pour démarrer cette nouvelle saison, alors que nous sommes le 11 septembre, nous ne l'avons pas fait exprès, nous avons la chance de recevoir Jérôme Quiran. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, où vous travaillez sur le génie civil et la mécanique. C'est ça. Et vous avez été le fondateur d'un site qui s'appelle bastison.net, dans lequel vous étiez parmi les premiers débunkers des théories du complot en France autour du 11 septembre. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous avez publié plusieurs ouvrages, La farce enjôleuse du 11 septembre, faire le tri entre désinformation et information. Vous avez aussi travaillé sur un ouvrage qui s'appelait 11 septembre et théorie du complot, ou le conspirationnisme à l'épreuve de la science, dans une collection... C'était une chandelle dans les ténèbres. Une chandelle dans les ténèbres, voilà. Et vous avez co-dirigé un hors-série de science et pseudo-science, la revue de l'Association française pour l'information scientifique, 10 ans après les attentats du 11 septembre, la rumeur confrontée à la science. Nous y reviendrons évidemment dans la deuxième partie de l'émission, mais n'hésitez pas, dans la première partie, sur tous les sujets d'actualité, à intervenir si quelque chose vous inspire ou vous inspire un commentaire ou une idée. Voilà, pour démarrer cette émission, petite revue d'actualité, pour vous dire que pendant l'été, Conspiracy Watch n'a pas chômé. De nombreux articles sont parus, on vous y renvoie, et ça va de la question du Titanic à la mort de Naël et les théories du complot sur les émeutes, ou la Korean Airlines. Alors, Tristan et Rudy, vous avez repris en cette rentrée Complorama. Est-ce que vous pouvez nous parler du premier épisode de Complorama qui est disponible ? C'est un épisode avec Pauline Pénanec qui est consacré à la question des rapports entre la justice et le complotisme, de la manière dont les complotistes parfois instrumentalisent la justice, dont des politiques se mettent à avoir une rhétorique conspirationniste autour de la justice et des enjeux judiciaires qu'ils peuvent avoir. On pense au cabinet noir de Fillon, bien sûr. Les juges rouges, les juges politisés autour de Trump ou de Sarkozy. Enfin voilà. Donc et puis la manière aussi dont les conspirationnistes utilisent et instrumentalisent eux-mêmes la justice par des procédures bâillons, comment ils s'en réclament, quand ça va dans leur sens ou dans le sens de leurs intérêts. Donc voilà, c'est une entrée original, nous semble-t-il. Oui, on va même jusqu'à évoquer tous les fantasmes de la justice qui seraient aux mains de la franc-maçonnerie, avec des sonores assez lourds. Enfin bref, on vous renvoie donc sur cette dernière édition de Complorama. Super, n'hésitez pas à aller consulter Complorama sur toutes les plateformes de podcast. Alors, premier sujet cette semaine, vous l'avez vécu certainement avec émotion ce week-end. Le centre du Maroc a connu un séisme qui a fait plus de 2000 morts pour autant de blessés. Et comme à chaque événement désormais, dans ce complotisme de flux et d'atmosphère, des théories du complot ont germé. J'ai relevé notamment que les États-Unis avaient engendré ce tremblement de terre pour punir le Maroc d'avoir voulu entrer dans les BRICS. Tristan, est-ce que tu en as repéré d'autres ? Oui, il y en a plusieurs, mais c'est plus le phénomène qui est à la fois affligeant et inévitable, et on l'attend systématiquement à chaque fois. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est aussi les passerelles que certains ont pu faire sur les réseaux sociaux avec d'autres drames récents. La Turquie, certains ont fait des liens avec la Turquie, avec Hawaï, avec en gros, toutes les différentes épisodes qu'il y a eu précédemment. Et comme à chaque fois, on a ce réveil, cette réactivation de vieux fantasmes, de termes mots-clés comme ARP, qui serait soi-disant une sorte de technologie qui serait derrière, en gros, l'activation de ces différents drames. Et on a nos usual complotistes qui viennent s'exprimer. Alors, on en avait notamment un, là, qui est Jim LeVeilleur, qui est un complotiste assez marginal, mais qui commence à gagner en traction, notamment sur la plateforme TikTok, et qui s'est tout de suite emparé, parce qu'il est sur place, il s'est emparé évidemment de cet épisode en expliquant qu'il avait eu le témoignage d'un proche qui avait été contacté, qui était aux États-Unis, qui était au courant 2 minutes avant le séisme. Donc tout ça, évidemment, s'il est
les Tout ça est Américains évidemment, étaient au courant. évidemment Ouais. très vérifiable. Évidemment. Mais encore une fois, ce que je trouve déroutant, c'est ce côté systématique, quasi moutonnier, où on sait systématiquement que quand il y aura ce type de drame-là, on va avoir cette réactivation de toute cette fantasmagorie. Le séquençage, ou le rapprochement de ces différents séismes ces derniers mois, vient en plus, asseoir cette conviction que tout ça est programmé. Ouais, Il y a un lien entre ces différents drames. Chacun y va de son narratif et de ses croyances. On peut attaquer, certains ont attaqué le nouvel ordre mondial, enfin bref. Les mondialistes. Tout est possible, quoi. Ouais, on peut mettre la soupe habituelle. amalgamer, ouais. Tout Mais à fait. le fait qu'il y ait eu des épisodes précédents nourrit les épisodes qui suivent. Et c'est affligeant et malheureusement inévitable. Non, et puis il faut dire juste 2 mots de Jim LeVeilleur. C'est une figure quand même bien connue de la complosphère, qui s'est fait remarquer par des propos à caractère antisémite aussi pendant la crise Covid, proche de Dieudonné d'ailleurs, Jim LeVeilleur. Donc là aussi, pas étonnant de voir ce type de théorie agitée par ce genre de personnage. Ouais. Deuxième sujet cette semaine, les fausses rumeurs qui continuent sur Barack Obama. Il n'est plus président des États-Unis depuis 7 ans maintenant, mais les fausses rumeurs continuent. Alors, outre sa nationalité, qui est la cible des conspis en permanence, cette fois-ci, c'est venu de Tucker Carlson, l'ex-présentateur vedette de Fox News, qui sévit désormais sur Twitter et qui a ressorti de vieilles accusations d'un certain Larry Sinclair au sujet de Barack Obama, avec lequel il dit avoir consommé de la drogue et avoir eu des relations sexuelles. Alors, Sinclair, tu peux nous dire un peu qui est Larry Sinclair, Rudy, qui est un escroc notoire, plusieurs casiers judiciaires. D'abord, David, on ne dit plus Twitter depuis le mois de juillet. C'est vrai qu'on dit X, mais je m'y fais pas. Et ensuite, Larry Sinclair, c'est un escroc notoire. Voilà. Qui a des casiers judiciaires dans 3 États américains. Il a été condamné pour des arnaques, a écopé de 16 ans de prison dans le Colorado quand même, donc un repris de justice en fait, dont la parole a priori mérite d'être encadrée d'un minimum de précaution. Tucker Carlson, pourquoi en aurait-il ? Puisqu'il ne nous a pas habitués à être spécialement précautionneux. C'est quelqu'un, Larry Sinclair, qui explique que Barack Obama a quand même fait assassiner le chef de chœur de sa paroisse de Chicago par balle en décembre 2007. Alors l'homme est vraiment mort, sauf que ce qui n'est pas démontré, c'est que c'est Barack Obama qui l'a fait assassiner. Mais c'était pour dissimuler quelque chose. Pour dissimuler leur liaison homosexuelle. Voilà. Entre Obama et le pasteur. Et le pasteur, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cet été, il y a eu un autre drame, qui est le chef cuisinier personnel de la famille Obama, qui auparavant était à la Maison-Blanche, qui est resté au service des époux Obama et de leur famille. Après, il a été victime d'un accident de paddle, il s'est noyé cet été. Et immédiatement, on a eu la théorie du complot, selon laquelle, en fait, c'est Obama lui-même qui l'avait fait assassiner. Pourquoi ? Pour dissimuler leur liaison homosexuelle. Voilà. C'est-à-dire qu'on retombe toujours dans le même schéma. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on a, dans la même unité de temps, la même semaine, le témoignage, là aussi, d'une jeune fille, une jeune américaine, qui s'appelle Ali Carter, et qui, sur TikTok, prétend être la fille cachée du rappeur Tupac Shakur. Sur lequel, d'ailleurs, sur la mort duquel il y a plein de théories du complot. Bon. Et elle accuse Barack Obama aussi, et Joe Biden, pourquoi pas, de l'avoir violée lorsqu'elle était enfant. Elle affirme aussi que Michelle Obama est un homme, parce que sinon ce serait pas drôle, et que le FBI, évidemment la CIA, la police, sont tous impliqués dans ça, dans un vaste trafic pédocriminel. Donc on est vraiment branché sur les théories QAnon, tout à fait, complètement. Qu'il y a même des tunnels souterrains dans les villes qui facilitent la torture et le viol d'enfants. Enfin voilà, Et cette interview par Stu Peters, elle a été vue plus de 6 millions de fois juste sur X, sur Twitter. Stu Peters, c'est qui ? C'est quelqu'un qui aussi déclare depuis des années que Michelle Obama est un homme. C'est quelqu'un qu'on a vu au congrès America First, l'extrême droite raciste américaine. Et c'est quelqu'un qui a appelé par le passé à l'exécution
d'Anthony Fauci, c'est-à-dire le responsable de la coordination de la réponse américaine au Covid. Contre la pandémie, tout à fait. Qui est une sorte de figure de détestation, comme Soros, comme Bill Gates, aux États-Unis, pour ces complotistes d'extrême droite. Donc, il y a eu beaucoup d'accusations justement de pédophilie auprès d'Obama. Tu en as repéré beaucoup, Tristan. Bah oui, ce qui est terrible avec ça, c'est que depuis que Carlson, disons, a allumé un peu cette, disons, la complosphère autour d'Obama, il y a une sorte de focalisation sur le personnage et une sorte d'excitation autour d'Obama et de sa femme d'ailleurs. Et il y a toute une frange, disons, de la complosphère qui, elle, est vraiment excitée par la question de la pédocriminalité, qui commence à sortir des vieux trucs, des montages de photos avec Obama, ou d'ailleurs des photos montages notamment, que j'ai vu circuler sur Twitter, où on voit Obama qui serait en train carrément de tripoter sa fille, alors que la photo quand elle était enfant. Quand elle était enfant, évidemment. Et c'est une photo qui est un photomontage. On a une autre photo qui circule avec sa nièce, où il est en train de l'embrasser dans son cou. Et toutes ces photos, évidemment, viennent appuyer l'idée que, évidemment, Obama aurait une sexualité déviante et qui serait à la fois incestueux et pédocriminel, quoi, en gros. Et c'est assez fou de voir encore une fois, pour quelqu'un qui n'est plus en poste, de voir comment Carlson arrive avec une seule émission, par contre-coup, dans la même séquence de temps que tu évoquais tout à l'heure, à réveiller toute une masse d'imaginaire absolument dégueulasse, contre Obama. Avec, encore une fois, toujours cette question de la pédocriminalité qui, on l'a toujours dit ici, on le répète, est absolument centrale dans l'imaginaire, centrale. Elle reste périphérique, mais quand elle est activée, elle est particulièrement virulente, agressive, et elle emmène avec elle une audience qui est franchement assez inquiétante. La pédocriminalité, et je rajouterais l'homophobie, la transphobie, la xénophobie, ce sont les mêmes qui appuient le nom de Barack Hussein Obama, pour bien rappeler que son deuxième prénom est d'origine musulmane, et que donc ce serait une sorte de faux, il serait faussement chrétien, voilà, il mentirait sur sa confession religieuse, de la manière qu'il aurait menti par le passé sur sa nationalité américaine, parce que les Birthers disaient qu'il avait menti son acte de naissance et qu'il fait, il était né au Kenya, ailleurs, en tout cas, qu'il ne serait pas américain et que donc il ne peut pas être président des États-Unis. Il mentirait sur son orientation sexuelle, et donc sa femme aussi mentirait parce qu'elle ne serait même pas une femme. Enfin, voilà. Et on a d'ailleurs le même type d'accusations sordides à l'égard des époux Macron. Oui, cette question de la sexualité. Ça revient comme une obsession. La sexualité déviante des élites, c'est vraiment dans l'air du temps, dans l'univers conspi. Cette question de la pédocriminalité est un fil qui est tiré et qui ne cesse d'être tiré. Aussi en France ? Et aussi, et particulièrement, et aussi en France. Et notamment, on a appris tout récemment que le film Sound of Freedom, qui est un film sur la traite des enfants, qui est un film qui a été critiqué parce qu'il est caricatural, parce qu'il pose des problèmes sur la façon dont il présente d'ailleurs ces réseaux pédocriminels de trafic d'enfants, et qui a excité de façon spectaculaire la complosphère américaine et internationale, eh bien, devrait être diffusé en France grâce à l'intermédiaire de Carl Zero, qui a, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'il dit, trouvé une boîte pour un distributeur qui s'appelle Sage, qui est un distributeur qui a une tonalité idéologique assez marquée, plutôt à droite, très conservatrice, qui a distribué des films du Puy du Fou, sur Vaincre et Mourir. Mais pour rester juste sur Sound of Freedom, il y a Valeurs Actuelles qui a fait une pastille vidéo pour défendre ce film et la sortie de ce film en France, en expliquant que les médias auraient perçu ce film ou présenteraient ce film comme étant un film complotiste, alors que le véritable problème de ce film, ça n'est pas qu'il est complotiste, il est problématique. Le problème, c'est qu'il est en train de réveiller, d'activer toute cette fantasmagorie complotiste qui, elle, est problématique. Et il faut dire un mot de l'acteur principal du film, Bien sûr. Wiesel, qui lui est un activiste QAnon, complètement complotiste, qui croit à ces choses-là, et qui a eu une part dans la promotion de ce film. Donc on ne peut pas complètement séparer la partie promotionnelle du contenu même du film. Absolument.
Troisième sujet cette semaine, quand la complosphère mondiale continue de propager le récit russe, le narratif russe autour de la guerre en Ukraine. Cette fois-ci, les protagonistes sont le célèbre complotiste américain Alex Jones et Vladimir Soloviev, qui est un propagandiste russe, qui a interviewé Jones pendant 45 minutes. Alors, dans cette interview, Jones, évidemment, explique que les États-Unis sont sous la coupe d'oligarques, tels que Klaus Schwab ou Bill Gates évidemment, et qu'il vivait dans un pays mondialiste sous occupation. Soloviev, lui, a confié à Alex Jones qu'il l'aimait beaucoup car il lui rappelait les grandes années de Rush Limbaugh, une figure de l'alt-right américaine, et il lui a décerné des satisfecit dans son énergie et dans la volonté de dire la vérité. Alors qu'est-ce que ça t'inspire, Tristan, cette nouvelle séquence autour de Alex Jones et de la guerre en Ukraine et du narratif russe? Oui, elle est particulièrement caricaturale. J'ai envie de dire que là, il y a contact entre, franchement, le pape du complotisme américain, de l'extrême droite américaine la plus radicale, et un propagandiste qui lui-même est à la fois complotiste et d'extrême droite également, qui anime l'une des émissions phares, qui est en gros, c'est un peu son alter ego. L'équivalent de Alex Jones. Full Contact s'appelle l'émission. Full Contact. Elle s'appelle Full Contact. Et dans cette émission, il y a plusieurs choses qui sont quand même assez folles. C'est qu'on voit, d'ailleurs les deux font la promotion dans cette émission, notamment de Tucker Carlson, sans surprise. Le fameux Tucker Carlson. Et puis on a, ce qui est dingue aussi, c'est qu'évidemment on a Alex Jones qui lui pousse le narratif de la propagande russe, et Soloviev n'a presque rien à dire, il a juste à écouter, à boire du petit lait, notamment expliquer que c'est en fait George Soros qui aurait déclaré la guerre à la Russie il y a plus de 9 ans. Et donc bref, là on a quand même une sorte de mise en phase absolue du discours vraiment du noyau dur de l'extrême droite américaine, avec encore une fois cette propagande totalement folle russe qui est poussée à l'international. Donc c'est pas très surprenant à la fin. Non, mais c'est une convergence très intéressante, parce que Soloviev, son petit nom, c'est le Goebbels du Kremlin. C'est-à-dire que c'est pas un petit propagandiste russe. C'est le ministre de la propagande, presque. Quasiment. Et donc c'est intéressant de voir cette jonction un peu poutino-trumpiste, en fait, parce que c'est ça, Alex Jones, c'est un soutien depuis des années de Trump, il a même financé l'événement du 6 janvier 2021, lorsque Trump rassemble ses troupes avant de les envoyer à l'assaut du Capitole. Alex Jones, il a déboursé de l'argent pour ça, donc c'est un soutien de Trump et un pilier du Trumpisme, donc de voir cette convergence, cette rencontre-là, où en fait ils sont d'accord sur tout. Absolument. Est quand même assez intéressant, quoi. Quatrième sujet cette semaine, c'est cette biographie d'Elon Musk qui est signée de Walter Isaacson, qui avait déjà raconté la vie de Steve Jobs, de Benjamin Franklin ou d'Albert Einstein, et qui a affirmé qu'en septembre 2022, Elon Musk aurait empêché une attaque de 6 drones maritimes ukrainiens contre la base de Sébastopol, principal port de la flotte russe en mer Noire, ce qui est situé sur la pointe sud-ouest de la Crimée. Alors d'après ce biographe, Musk aurait coupé à la hâte l'accès à son réseau Starlink dans un rayon de 100 km autour des côtes de la Crimée. Alors Musk, il n'a pas nié l'incident, et Tristan, tu voulais revenir sur cette dimension. Oui, alors je précise parce qu'on va avoir plein de commentaires de fans de Musk. Donc il n'a pas empêché, il n'a pas accordé une autorisation d'extension de la couverture des satellites Starlink à la zone de la Crimée, avec l'idée, c'est ce qu'il a expliqué après dans un tweet, qu'il voulait simplement en gros éviter la troisième guerre mondiale. Beaucoup de fans de Musk et de conspirationnistes qui gravitent autour de lui ont dit qu'il avait voulu éviter une sorte de Pearl Harbor 2.0. Moi, ce qui m'effraie et ce qui me saisit avec cette séquence-là, c'est la puissance que ce milliardaire privé peut avoir dans le déroulé d'une séquence militaire, d'un affrontement entre deux pays, d'un conflit entre deux pays. On ne sait pas ce qui se serait passé si les Ukrainiens avaient réussi effectivement à s'attaquer à cette flotte à ce moment-là, si ça aurait peut-être pu réduire le temps de cette guerre. On ne sait pas. Bref, en tout cas, ce que je trouve fou et inquiétant, c'est que on connaît Elon Musk. On sait comment il s'informe. On sait ce qu'il relaye.
il relaye de la désinformation. Il a relayé des théories complotistes sur le mari de Nancy Pelosi. Il a relayé des blogs pourris. Pas seulement, Bien sûr, mais des blogs pourris qui viennent de nulle part, dont on ne connaît pas le crédit. Donc c'est quelqu'un qui s'informe mal, qui se biberonne à une infosphère de très très mauvaise qualité, et qui donc se fait une opinion qui ne fait pas une opinion claire, rationnelle, réaliste de la situation. Et c'est cet individu qui a une capacité d'accepter ou de ne pas accepter, encore une fois, la couverture des satellites qui sont utilisés en partie par les Ukrainiens. Oui. Non, sur l'Ukraine, je fais un petit pas de côté, pas pour parler d'Elon Musk, mais pour parler rapidement de Nord Stream. Puisque l'année dernière, il y a eu, le 26 septembre 2022, le sabotage des gazoducs Nord Stream dans la Baltique. On en sait plus aujourd'hui, en tout cas il y en a une piste aujourd'hui qui se dégage très clairement depuis l'été dernier, enfin depuis le 25 août dernier, avec la publication d'une enquête du Spiegel et de la chaîne publique allemande ZDF, exactement, qui montre que, selon toute vraisemblance, la responsabilité est ukrainienne. Alors, un groupe ukrainien, des militaires ukrainiens sous couverture. Zelensky était-il au courant? Ça, on ne le sait pas encore, mais ça remonterait jusqu'au chef de l'armée ukrainienne. Tout ça serait corroboré par les services de renseignement hollandais, notamment. Il y a eu déjà des choses qui étaient sorties sur le sujet au premier semestre 2023. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une tentative des complotistes de réécrire l'histoire. Ils nous disent « Ah oui, mais nous, quand on disait ça à l'époque, on était traités de complotistes. » C'est pas du tout ce qu'ils disaient à l'époque. À l'époque, ce qui est intéressant, c'est que du côté de la presse mainstream, entre guillemets, ou nous, on ne savait pas, surtout. On ne savait pas qui était derrière. C'était très compliqué de savoir en temps réel qui était derrière. En revanche, ce qu'eux disaient, c'est que c'était les Américains. Il n'y avait aucun doute pour eux que c'était les Américains. C'est pas ce que nous dit l'enquête la plus sérieuse aujourd'hui, qui est que c'est vraisemblablement, ça vient d'Ukraine. Voilà. Par ailleurs, c'est de bonne guerre, ça vient d'Ukraine. Les sabotages Nord Stream, ça a fait aucune victime. La guerre infligée par la Russie à l'Ukraine, ça a fait plus de 10 000 victimes civiles au bas mot. Et Nord Stream, c'est un gazoduc, 2 gazoducs en l'occurrence, qui ont été pensés pour contourner l'Ukraine, pour se passer de l'Ukraine précisément, pour la squeezer. Donc, moi, en tant que tel, ça ne me choque pas. Je ne suis pas sûr que les Occidentaux, les Américains, l'OTAN, etc., vont arrêter leur soutien à l'Ukraine si on apprend que c'est bien l'Ukraine qui a fait ça. En attendant, voilà, je pense qu'il fallait le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est l'enquête la plus sérieuse, il y a quand même des éléments de preuve assez forts. Jusqu'aux prochains éléments, pour l'instant, tout est au conditionnel, bien sûr. Bien sûr. Et le seul problème, évidemment, c'est les assertions définitives Exactement. qui ont pu être émises, qui, elles, sont complotistes. Encore une fois, si on dit quelque chose, même si ça devient une réalité par la suite, mais qu'on l'a dit alors qu'on n'avait pas les éléments pour, c'est qu'on projette. On est bien d'accord. Alors, on pouvait avoir des suspicions. Moi-même, je n'avais aucune idée. Pour être tout à fait honnête, je pensais plutôt que c'était les Russes. Moi, je pensais à des barbouzeries russes, parce que les Russes sont aussi habitués à ce genre à des barbouzeries en général. Donc, pourquoi pas une de plus? Mais je n'ai pas d'éléments. Donc, moi, je ne serai jamais définitif tant que les choses ne seront pas effectivement... Les complotistes étaient très assertifs à l'époque. Dès les premiers jours du sabotage. Voilà. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission avec vous, Jérôme. Donc, je le disais au démarrage, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, en génie civil et mécanique, et vous avez fondé le site bastison.net, dans lequel vous étiez parmi les premiers débunkers des théories du complot autour du 11 septembre. Alors, nous sommes le 11 septembre, 22 ans après l'attentat du World Trade Center. Comment ressentez-vous l'intensité au niveau de la complosphère cette année? Moi, je trouve que ça, au niveau du 11 septembre, c'est quand même bien retombé. C'est vrai que moi, j'ai été une période 2008-2011 où ça foisonnait. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'était les premières théories du complot 2.0. Parce que il y avait beaucoup d'agitation dans les forums. Ça bouillonnait. Il y a eu des émissions aussi à la télé avec Guillaume Durand. Mais depuis, moi, je marque ça à l'anniversaire. Pardon. Mais aux 10 ans, ils avaient prévu une grande manifestation avec les Open, et ça a été un four total.
Et à partir de là, vraiment, on a noté que ça descendait. Ça descendait en flèche. Et bon, maintenant, il y a quelques éléments sporadiques. Ils ont leur compte Twitter qui tweet de temps en temps, mais je vois que sur leur forum, il n'y a plus de forum déjà. Mais sur leur site, il n'y a plus aucun article qui paraît depuis 2 ou 3 ans. Donc voilà, en France, sur le 11 septembre, il n'y a plus grand-chose, honnêtement. Je crois qu'on mesure peut-être pas l'effervescence qu'il y avait à cette époque, qui était vraiment, vraiment absolument dingue. C'était du harcèlement auprès des journalistes. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'il y a eu l'émission chez Guillaume Durand, parce que il y a eu, je crois, une émission aussi sur Arrêt sur image. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai mis le doigt dedans. Et voilà. Mais c'est vrai, il y a eu des articles dans les journaux. Mais c'est vrai que aussi pour les 10 ans, il y a eu beaucoup de dossiers spéciaux, que ce soit sur Science et Vie, Science et Avenir, qui ont fait des choses. Nous, on l'a fait donc pour la revue Science et Pseudosciences. Et à partir de là, effectivement, on a vu que les bases de ces théories étaient quand même assez bancales. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que... À partir de quand est-ce que tu traces, disons, est-ce qu'il y a un moment de bascule pour toi où il y a un moment où... Parce qu'à l'époque, moi je m'en souviens, il y avait vraiment une sorte de combat en ligne, une sorte de guerre en ligne entre ceux qui, comme toi, essayaient de porter la contradiction aux millefeuilles argumentatifs qui étaient publiés en ligne, partagés en ligne. Et pour moi, pendant cette période-là, j'avais pas l'impression que ceux qui étaient en train de débunker gagnaient la bataille de l'information. J'avais l'impression que même en ligne, en termes de volume... C'est vrai que j'étais un petit peu seul. Avec Rudy, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et il y avait Rudy qui tenait son site. Et on était un petit peu seul. Et on me disait, mais Kieran, de qui tu es? T'es seul à défendre la version officielle. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé quand on a fait le numéro spécial de la revue Science et Pseudosciences, c'est de faire intervenir des gens dans leur spécialité. Alors moi, c'est vrai que ma spécialité, c'était le calcul de structure, donc je pouvais parler assez largement là-dessus, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que quand on met un doigt dedans, on se fait vite emporter le bras. Et j'étais amené à parler de choses très différentes, parce qu'on a parlé de millefeuilles argumentatifs, c'était exactement ça. Et c'était de la sismique, de la chimie, des choses très différentes. Et donc pour la revue, justement, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait intervenir des gens qui étaient vraiment au top dans leur domaine. Et donc à partir de là, c'est fini, quoi. Il y a plus besoin de discuter pendant des heures. Voilà, enfin pour moi. Après, c'est vrai que pour convaincre un complotiste, c'est plus difficile. Mais voilà, pour moi, j'étais au bout en fait de ce que je pouvais faire. Et c'est vrai que comme en plus l'audience est quand même bien retombée, moi je m'en suis quand même un petit peu détourné. Je mets plus trop le doigt dedans. Il faut refaire un peu la chronologie quand même. C'est-à-dire que fin 2001, il y a quasiment... Enfin, les théories du complot, il y en a déjà, dès les premières heures. Mais elles sont quand même largement sous les radars du grand public. En gros, ça a choqué tout le monde quand même le 11 septembre. Il faut attendre le premier trimestre 2002, évidemment, pour voir circuler, alors à l'époque, dans des chaînes de mails, parce qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de réseaux sociaux de toute façon. Une infographie, un PowerPoint, une présentation PowerPoint qui s'appelait le jeu des 7 erreurs du 11 septembre, qui était fait par le fils de Thierry Messant, Raphaël Messant, pour lancer d'ailleurs le livre de son père, qui est publié en mars 2002 chez Carnot, éditeur qui publie des trucs sur les ovnis notamment. Qui a une audience phénoménale chez Thierry Ardisson. Grâce à son passage chez Thierry Ardisson sur la 2, sur France 2, chaîne publique, en mars 2002. Et là, c'est considérable. Dans les mois qui suivent, d'abord dans les semaines qui suivent, la presse essaie de démonter ses arguments, de montrer à quel point c'est fragile. Il y a même un livre qui réfute les thèses de Thierry Messant, de Jean Guinel et Guillaume Desquier, mais qui est vendu beaucoup moins, évidemment, ça intéresse. Il n'a pas été chez Thierry Ardisson. Il n'a pas été chez Thierry Ardisson. Puis après, un peu plus tard, on aura Éric Laurent qui dira qui fera une forme de conspirationnisme soft. 2005, c'est la création aux États-Unis par Jimmy Walter, un millionnaire américain d'extrême droite, il penche très clairement à l'extrême droite, de reopen911.org. Et puis, on a un petit groupe de Français qui dit nous aussi, on veut faire ça, et qui, en 2006, lance reopen911.info,
pensé vraiment comme la déclinaison française, le volet français de ce site-là. Ouais. Et puis, Jimmy Walter paye une sorte de tournée internationale à Thierry Messant et à quelques personnes qui remettent en cause justement la version officielle des attentats. 2006, c'est aussi la diffusion de la 2e édition de Loose Change, c'est-à-dire le documentaire, pseudo-documentaire sur le 11 septembre, expliquant que tout ça est un complot interne, avec d'ailleurs des arguments qui s'excluent mutuellement. Et puis, effectivement, 2008... Je refais un peu de chronologie parce que c'est 2008, on a Jean-Marie Bigard, donc ingénieur en calcul de structure, non, pas ingénieur en calcul, Jean-Marie Bigard, ce qu'on sait de lui, qui sur Europe 1 explique que non, pas du tout, les avions volent encore, qu'on nous a menti, que personne n'y croit, qu'on sait aujourd'hui que Ben Laden n'a rien à voir avec tout ça. Mathieu Kassovitz qui s'y met aussi, et on les voit dans ces années-là, 2009. Moi, je me rappelle plus si tu n'avais pas fait un plateau avec eux, ou je me trompe peut-être. Non, j'avais fait un premier plateau, et après, pour le deuxième plateau, on était prévu. Mais c'était la même mission, c'est ça? Oui, en gros, il m'avait contacté, on va faire le match retour. Ouais. Et en fait, ils ont mis des journalistes. Parce que, alors, justement, là aussi, j'avais prévu de ne pas venir seul. D'accord. Ils ont dit, moi, mais bon, on va mettre des journalistes face à eux, parce que vous comprenez. Voilà. En fait, c'est très fastidieux de parler arguments scientifiques, techniques, à une très large audience. La science, c'est parfois aride, je veux bien. C'est ça, alors que Bigard et Kassovitz, ils ont pour eux le pathos, l'idée, regardez, on nous ment, c'est horrible. Ouais. Bon. Ils ont l'habitude. Et puis, effectivement, c'est, je crois, dans les années qui ont suivi, c'est retombé. Moi, je pense, enfin, mon analyse, c'est que si c'est retombé, c'est parce qu'à partir de 2012, on connaît le terrorisme djihadiste en France sur le territoire. 2015, ça s'intensifie encore. Et qu'après 2015, pour expliquer qu'il n'y a pas de djihadisme, qu'Al-Qaïda, c'est une invention et comment dire, un épouvantail brandi par les Américains, c'est un peu compliqué. D'autant qu'en 2011, il y a Ben Laden qui est exécuté dans une opération américaine sous mandat de Barack Obama. Barack Obama, qui était hostile à la guerre en Irak, à la guerre de Bush en Irak. Donc on ne peut pas dire que Barack Obama, c'est une sorte de néoconservateur qui aurait eu intérêt à défendre ce narratif, à supposer qu'il était faux, etc. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est Reopen, par exemple. Effectivement, ça a beaucoup perdu, mais c'était pas qu'une association ou qu'un site qui s'occupait du 11 septembre. Je veux dire, c'était beaucoup plus large. Je ne sais pas si tu avais vu ça, ce n'est pas que les arguments sur le 11 septembre. Reopen, il produisait un discours révisionniste sur Pearl Harbor, sur les attentats de Londres de 2005, sur l'attentat de Mumbai de 2008, je me rappelle aussi. C'est-à-dire que tout ça, en fait, faisait sens dans une grille de lecture conspirationniste, où tous les attentats, quasiment, étaient en réalité faits par l'OTAN, les États-Unis, etc. Ça, moi, je me suis pas vraiment intéressé à ce côté, mais c'est vrai que j'ai pu lire par ailleurs ce genre de choses. Ça, c'est indéniable. Je suis bien d'accord. Donc toi, quand tu as vu effectivement cette effervescence, notamment de l'association Reopen, et tous les forums et les documents qu'ils n'arrêtaient pas de mettre en ligne, c'est à partir de là ou un peu avant que tu as décidé, toi, de mettre en ligne aussi. J'ai découvert la chose, en fait, sur Arrêt sur Image, où ils avaient fait une émission, je pense que c'était Atmo, je crois, qui avait été invité, et qui parlait de ça, mais alors je suis tombé. Ils avaient invité Atmo, c'était le président et fondateur de Reopen Energy. Ils avaient fait un débat avec lui pour les 10 ans, je crois, de septembre, je crois. Je suis tombé des nues parce que je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que justement au début ce qui m'intéressait c'était les aspects effondrement des tours où on disait mais c'est pas possible que les tours se soient effondrées. Bon, moi j'ai fait du calcul de structure, on parlait du moment où ça s'est passé, moi je rentrais du travail, j'étais en Corse à l'époque en poste, en lycée. Et je rentre, j'allume la télé et je vois ces tours et puis je les ai vus s'effondrer. Et puis après, très vite, on a su quelles étaient leurs structures. Donc moi, je dis, bon, un feu sur des structures métalliques, ça n'a rien d'étonnant, quelque part. Et alors, de lire que par contre, eux n'arrivaient pas à comprendre ça, je dis, mais bon, on ne leur a pas expliqué, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je dis, ben, peut-être qu'ils... j'ai cherché effectivement en France, on ne trouvait pas. Ouais. On trouvait beaucoup de choses aux États-Unis, mais peu de vulgarisation en France. Tu peux nous expliquer cet argument technique, c'est-à-dire pourquoi la température de l'incendie dans les tours... Parce que l'acier est... alors, tous les matériaux, bien sûr, perdent leur capacité de résistance au fur et à mesure qu'ils montent en température. Mais le problème de l'acier, c'est qu'il capte très vite la chaleur.
C'est pour ça que quand on pose par exemple la main sur différents matériaux, on a l'impression que parfois certains sont plus chauds que d'autres, alors que c'est pas vrai. Ils sont tous à la même température quand ils sont dans la même pièce. Par contre, l'acier capte très vite la chaleur et du coup, il perd très vite ses capacités de résistance. Donc du coup, on met beaucoup de protection sur l'acier pour éviter des catastrophes. Donc ça peut être des flocages, ça peut être des plaques de plâtre qu'on colle dessus. Mais là, en l'occurrence, avec les explosions qu'il y a eu de kérosène qui ont fait voler un petit peu toute cette protection, plus les incendies qui se sont développés, l'acier il a perdu ses capacités en quelques minutes, sachant que les protections incendies, elles sont calculées dans les bâtiments pour que les bâtiments tiennent en gros de 1 à 2 heures, pas plus. L'idée, c'est quoi ? C'est d'évacuer les personnes, et après, le bâtiment, ce n'est que du matériel. Ouais. Donc voilà, on s'en fiche un peu. On ne fait pas des bunkers pour tenir un incendie pendant 24 heures. Non, c'est pas vrai. Donc là, en l'occurrence, tous les sprinklers aussi, il y a les protections actives et passives. Donc on peut aussi injecter de l'eau, c'est la protection active. Mais là, avec l'explosion, le choc des avions, il n'y avait plus les sprinklers pour envoyer de l'eau à l'étage, pour éteindre l'incendie. Donc tout ça a fait que, forcément, la capacité portante a été réduite et au bout d'un moment, l'effondrement s'est amorcé. Alors, une des interrogations aussi, c'était pourquoi est-ce que ça s'est effondré ? Ça s'est effondré parce que l'acier a perdu ses capacités. Et deuxième interrogation, pourquoi une fois que l'effondrement a été amorcé, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas arrêté ? Il y avait toute une théorie là-dessus que l'effondrement aurait dû s'arrêter. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a même des démolitions contrôlées qui se font comme ça en laissant tomber 3-4 étages sur l'ensemble du bâtiment et par l'inertie, en fait, c'est tout le bâtiment qui va s'effondrer. Là, en l'occurrence, les blocs de bâtiments qui sont mis en mouvement, c'était de mémoire 15 et 30 étages. C'était impossible pour la structure en dessous de reprendre toute cette masse. D'absorber tout ça et de ne pas tomber. Donc voilà, l'effondrement, il s'est déroulé suivant la gravité de haut en bas, de façon à peu près rectiligne. Alors là aussi... mais pas complètement rectiligne. Est-ce que ça n'a pas basculé ? Bon, c'est la gravité, ça s'exerce de haut en bas. Et au final, voilà, c'est bien sûr les bâtiments. Alors les tours 1 et 2 qui se sont effondrés au bout de... je sais plus, j'ai pas tout révisé. Pardon. Donc sinon, c'était quelques minutes, 45 minutes, 1h30. Voilà, bon. Et voilà, et par contre, il y a eu la troisième tour, la tour 7. Alors qui, elle, s'est effondrée et qui a fait aussi beaucoup parler, mais qui, elle, s'est effondrée au bout de 7 heures. Alors 7 heures, du coup, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est plutôt pas mal. On calcule pour qu'elle tienne 2 à 3 heures, et là, elle a tenu 7 heures alors qu'elle était éventrée par les débris. Sur une vingtaine d'étages. Un incendie qui s'est propagé sur toute la hauteur, et au bout de 7 heures, ce bâtiment où il n'y avait plus personne, parce que tout le monde avait été évacué, s'est effondré. Donc ce sont les 3 tours qui se sont effondrées ce jour-là. Et alors, toi pour le travail que tu as commencé à lancer, tu as lancé ton site. J'ai d'abord lancé le site, ouais. Oui, à quelle date ? Quelle année déjà ? C'était 2008. Ouais, c'est ça, 2008. Je sais plus exactement. C'était septembre, peut-être. Moi, je me souviens de ton site parce que moi, à l'époque, je ferraillais avec les différents complotistes en ligne et je dois dire que je ne calcule pas le nombre de fois où j'ai renvoyé vers une page de ton site sur effectivement l'effondrement, la vitesse d'effondrement, la tour 7 ou des choses spécifiques, parce que systématiquement, lorsque je croisais le fer, et je l'ai fait un nombre de fois, le nombre de tweets que j'ai pu avoir, notamment avec Reopen, mais avec d'autres, c'est probablement, je dois atteindre des milliers de tweets d'échanges, où j'essayais encore, à l'époque, je pensais qu'en discutant, on pouvait arriver à quelque chose ou qu'on pourrait arriver à une sorte d'entente commune sur, sur l'établissement des faits minimaux, quoi. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Mais en tout cas, j'avais pour moi au moins de pouvoir renvoyer sur ton site, qui, je dois dire, était vraiment une sorte de bouée, parce que moi je n'avais absolument pas la capacité d'argumenter sur le terrain de la physique, de rentrer sur la vitesse d'écroulement. Moi, je n'ai aucune idée de tout ça. Mais par contre, je pouvais envoyer sur des documents qui me semblaient quand même super crédibles et sourcés, parce que c'est ça que tu as fait aussi. C'est que ton site, c'était pas juste une des assertions de choses, c'est que tu les sourçais, chaque élément était sourcé, et donc ça me permettait au moins de renvoyer un tout petit peu certains argumentaires. Mais encore une fois, très vite, j'ai constaté que pour ceux avec qui je croisais le fer, c'était vain, ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas au bout à les convaincre que clairement leur suspicion était orientée, était un biais,
Alors, le site, j'ai perdu le compteur, mais effectivement, il y a eu plus de 1 million de pages téléchargées quand même, donc c'est pas mal pour un site que j'avais fait à l'époque en freelance. Donc, il marche plus très bien en ce moment. Mais oui, effectivement, pour convaincre, effectivement, c'est très très difficile. J'avais fait, à la suite du site, j'avais fait une conférence à Lyon. Qui avait été organisé par Philippe Corcuff. Philippe Corcuff, ouais, je vois. Et on avait ferraillé. Enfin, j'avais d'abord fait une conférence un peu longue. J'avais débordé un peu pendant 1h30. Et après, on avait essayé d'établir une discussion. Mais c'est compliqué. Ouais, comment vous expliquez justement que cet argument scientifique porte de moins en moins aujourd'hui ? Parce que ça a été un peu la même problématique à des degrés divers sur la pandémie de Covid. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Parce que ça ne touche pas qu'à ça. Moi, j'ai mis le doigt là-dedans, mais après, en ayant fait aussi, en étant rentré dans la revue Science et Pseudosciences, j'ai vu qu'on avait exactement les mêmes phénomènes pour plein d'autres choses. Alors, on parle du Covid, mais on pourrait parler des OGM, on parlait de plein de choses comme ça, où la parole scientifique n'a plus aucune portée. Et les gens, voilà, sont, les OGM, on va tous crever des OGM. Quoi. Donc, les Américains, ça fait 20 ans qu'ils en bouffent, ils sont gras comme des cochons, il n'y a aucun problème avec les OGM. Quoi, voilà. Mais c'est pareil sur le nucléaire. La parole scientifique n'est plus audible. Et alors, c'est vrai que quand j'ai fait ça, moi, il n'y avait pas beaucoup de scientifiques effectivement qui prenaient la parole. Là, je me disais, j'avais presque honte de le faire. Quoi. Et là, avec le recul, je me dis, mais j'ai bien fait de le faire, je suis content de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, on voit que sur le Covid, ça a été une galère pas possible. Alors, et le problème aussi, c'est que on en a aussi quelques-uns qui dérapent complètement. Bon, on l'a vu avec Raoult. Ouais. Et ça, on le voit dans certains domaines. On parlait des OGM, vous avez Raoult qui est sur le Covid. Sur les OGM, vous avez Serralini qui a fait un mal affreux, justement, dans ce domaine-là. Et c'est du même niveau. Et sur le 11 septembre, donc, il y avait aussi donc des scientifiques. Enfin, moi, je me rappelle que eux, disons les complotistes, partageaient de nombreux documents avec des gens, alors prétendument des centaines de soi-disant spécialistes de construction. Ouais. Ils avaient des, je ne sais pas si c'était des pétitions. Architectes and Engineers for Truth. Il y avait des associations qui étaient déclinées comme ça. Donc il y avait les architectes et ingénieurs pour la vérité. Il y avait les avocats pour la vérité. Il y avait, je sais plus, les aviateurs, les pilotes d'avion pour la vérité. Enfin, il n'y avait plus que les bouchers charcutiers, je crois qu'il n'y avait pas leur association pour la vérité. Quoi. Ouais. Et alors, à l'époque, c'était assez impressionnant. On disait, quand même, des architectes et des ingénieurs. Bon, alors déjà, les architectes, il faut mettre un peu les choses en place. C'est que les architectes ne sont pas des spécialistes du calcul de structure. S'il y a des ingénieurs calcul de structure, c'est justement pour venir en aide aux architectes qui connaissent bien sûr les bases, mais qui ne sont pas capables effectivement de faire tout le boulot qui est fait en bureau d'études, calcul de structure. Et ceux dont on parle, ils n'avaient pas produit une heure de papier scientifique sur le sujet. Voilà. Ouais. Et alors, les ingénieurs après qui étaient dans cette association, quand on regardait leur domaine en fait de compétences, c'était pas forcément le calcul de structure. Ils étaient 3000, il y avait des architectes et des ingénieurs en électricité, mais qui ne faisaient pas du calcul de structure pour expliquer comment est-ce qu'un bâtiment est construit, comment est-ce qu'il peut s'effondrer. Voilà, c'était ça le problème. Alors honnêtement, moi j'ai gratté, dans le lot il y en avait peut-être qu'une dizaine, 10 sur 3000 qui avaient fait du calcul de structure. Dans le lot, je ne sais pas si tu te souviens, mais parce que donc c'est une sorte d'appel, de pétition, quoi. Il y a aussi des architectes d'intérieur, c'est-à-dire des décorateurs. Ah oui. Mais même, il y en avait un qui était un ingénieur, il cherchait bien sûr à produire des documents. Ouais. Voilà, parce que forcément, si vous avez un article qui passe dans une revue scientifique, ça a du poids. Et il y en a qui ont produit des documents. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'effondrement. Il y avait la théorie du pancake. Je ne sais pas si tu te souviens. L'idée, c'était que il y avait le bloc qui descendait, et comme il y avait des planchers en dessous, l'idée, c'est qu'à chaque impact de plancher, il devait y avoir une secousse. Et donc, en mesurant la vitesse de descente, on devait voir sur la vitesse des à-coups. Et donc cet ingénieur, c'était monsieur Sambotti qui avait fait tout un papier de plusieurs pages. Et alors, ce qu'il faisait pour montrer qu'il n'y avait pas d'à-coups, en gros, du point de vue numérique, il avait lissé la courbe, il avait fait une moyenne de l'accélération et après il reconstruisait la vitesse. Donc en gros, il lissait la courbe, il s'étonnait à la fin que il a obtenu une droite. Alors que quand on calcule une distance entre deux points, on fait le calcul avec n plus 1, etc. Et une fois qu'on faisait ça, on voyait, alors
faut faire attention parce que c'était chaque fois au pixel. Alors souvent, ils analysent des pixels. C'était leur spécialité, ça. Et quand on analyse au pixel, on voit une espèce de courbe avec des soubresauts. Mais bon, de là à expliquer avec la théorie du pancake, c'était quand même un petit peu poussé. Mais en tout cas, la méthode initiale, qu'il a vite retirée aussi, parce qu'il s'est fait bien sûr voler dans les plumes pour ça, c'était ridicule. Et c'est un peu ce qui m'a choqué, c'est à quel point les théories qui étaient développées étaient ridicules, du point de vue scientifique. Et alors ça, c'était vrai dans le calcul de structure, mais au fur et à mesure que moi j'ai mis le doigt et après j'ai mis le bras, parce que millefeuille argumentatif, on passait ensuite à la chimie, à l'aviation, etc. Alors justement, sur la chimie, il y avait un papier d'un certain Niels Harrit, qui lui expliquait qu'il avait trouvé les preuves de la présence de thermites, qui est un explosif militaire. De nanothermites. Nanothermites dans les ruines, si je me souviens bien, du World Trade Center numéro 7, donc la troisième tour. Qu'est-ce que parce que je crois que tu avais travaillé là-dessus. Ouais. Alors moi j'ai regardé effectivement, mais j'ai aussi fait intervenir des gens qui étaient spécialisés dans la chimie. Il y en a notamment, on n'a pas pu donner son nom parce que c'était un spécialiste d'armement. Donc, il faut aller quand même taper chez les bonnes personnes pour avoir des infos fiables, même si effectivement il travaillait pour l'armement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les aspects scientifiques. Et donc il me dit non, mais déjà les tests qu'il pratique ne prouvent absolument rien. Ils mesuraient en fait la capacité calorifique de ces écailles. Ils ont trouvé des écailles qui soupçonnaient être de la nanothermite. Donc ils regardent ces écailles et ils disent ah ouais, ça dégage beaucoup de chaleur, donc ça doit être de la nanothermite. Je dis non, mais ce test-là il prouve rien. Ce qu'il faudrait avoir, c'est la composition en termes d'éléments atomiques pour voir si on retrouve bien les mêmes composants. Donc il y a des tests vraiment précis à faire. Et donc on soupçonnait aussi, vu la couleur quand même, que ça correspondait assez bien à la peinture, puisque toutes les poutres, les poteaux étaient recouverts d'une peinture qui était plutôt rouge et qui correspondait assez bien à ces écailles. Et bien sûr, dans la poussière, le fatras que ça avait généré, c'était normal qu'on retrouve des écailles de peinture. Et donc, on était quand même un petit peu douteux, est-ce que c'est ça ou pas ? Bon, il y avait des cartes où on pouvait soupçonner que c'était bien de la peinture, et puis surtout quelques années après, mais ça a pris très longtemps, parce que dans les analyses, les expertises qui ont été faites après le 11 septembre, ont été faites par des organismes comme le NIST, la FEMA aux États-Unis, et ils ont pondu des rapports qui font 10 000 pages. Et il se trouve que, je crois, 1 an et demi après, il y a un gars qui est allé voir que dans les annexes, effectivement, ils avaient la composition des peintures. Et on s'est aperçu que la composition des peintures correspondait exactement à ce qu'ils trouvaient. En fait. Ah ben voilà, ça match. Et il y a un autre scientifique qui, quelques années après aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, a fait une communication dans un congrès disant oui, attention, ne vous faites pas avoir. Voilà, on a trouvé la composition, parce qu'en plus il y en avait deux. Il y avait la peinture pour les treillis des planchers et la peinture pour les poteaux. Donc c'était deux peintures différentes, et c'est exactement les deux types d'écailles qu'ils retrouvaient. Alors, juste de façon un peu plus globale, ce que moi j'avais remarqué à l'époque, là tu parlais effectivement du rapport du NIST ou les rapports officiels qui étaient faits quelques années après. Eh bien, ce qui était assez spectaculaire, c'est à chaque fois qu'un rapport sortait, il y avait une réactivation de toute la complosphère. Et surtout immédiate. C'est-à-dire que les complotistes accueillaient les rapports, qui parfois faisaient des milliers de pages, avec une suspicion très forte, en disant immédiatement non, c'est officiel, donc c'est faux. Oui, encore faut-il savoir les lire aussi. Oui, parce que, en plus, c'est quand même pas... Voilà, c'est très technique. Mais effectivement, il y a eu notamment l'enquête sur la tour 7, qui a été plus longue, du coup, parce que honnêtement, tout le monde s'en foutait. La tour 7, elle s'est effondrée au bout de 7 heures, je l'ai dit. Donc, je crois que le rapport date de 2008. Voilà, donc ça a pris 12 ans de plus par rapport au tour 1 et 2. Ouais. Et du coup, ils ont dit, bon, celle-là, après, devant la pression, je pense, ils ont dit, bon, on va quand même faire une étude. Voilà. Et donc, ce qui a choqué sur la tour 7, c'est qu'ils ont prétendu qu'elle était tombée sans dégâts, sans incendie. Alors bien sûr, ils montrent les bonnes photos pour ne pas montrer qu'il y a eu un incendie. Et surtout, elle est tombée très rapidement. Donc pour eux, ça ressemble à une démolition contrôlée. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en fait, il y a eu un effondrement à l'intérieur.
et on voit en fait des vitres qui se rompent au fur et à mesure de l'effondrement interne. Hier, je relisais certains passages là, que j'avais écrits. Il y a même les secousses sismiques qui, sur la tour 7, sont beaucoup plus longues. Pourquoi ? Parce que l'effondrement s'est d'abord produit en interne et après les façades et l'enveloppe, quoi. Et du coup, la signature sismique a été beaucoup plus longue que les tours 1 et 2. Pourtant, elles étaient beaucoup plus importantes. Donc ça veut bien dire que l'effondrement a duré plus longtemps. Sauf que visuellement, c'était impressionnant. Effectivement, on a vu cette tour 7 qui s'effondrait presque d'un seul bloc. Mais non. Et ça, d'ailleurs, je dois dire que ce qui reste encore aujourd'hui, ce que je vois comme empreinte, notamment dans les commentaires que je peux recevoir ces dernières années encore, c'est moins sur les Twin Towers que sur WT7, sur la tour numéro 7, avec toujours la même vidéo, avec le même angle, où on voit la tour qui s'effondre directement. Et juste pour l'anecdote, il y a un anti-complotiste qui avait fait en tout cas, il y avait quelqu'un qui s'était amusé, qui s'était amusé à reprendre cette vidéo et pour essayer de prendre le contre-pied, pour prendre les complotistes à leur propre jeu, avait modifié la vidéo en mettant des explosions supplémentaires pour donner l'impression que ça avait été démoli. Des trous et des explosions. Et il avait rajouté une toute petite empreinte au-dessus. Il avait fait passer une petite soucoupe volante juste au-dessus pour être sûr d'avoir une marque et qu'on sache que cette vidéo est fausse. Et bien cette vidéo-là, combien de fois on me l'a partagée encore. Il l'a faite en 2011, pour le 10e anniversaire. Et elle tourne encore aujourd'hui. Donc c'est dire que, en tout cas, dans l'imaginaire de cet épisode, de ce drame du 11 septembre, je crois que la tour 7 est probablement celle dont la longue traîne se maintient encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tous les trois vous diriez que cet événement du 11 septembre et toutes les théories du complot autour de cet événement ont été un peu un événement fondateur dans la façon dont s'articule le conspirationnisme aujourd'hui? Ça a mis en contact. D'abord, c'est un événement mondialisé. Tout le monde autour de la planète est au courant du 11 septembre. La plupart des gens l'ont vu en direct. D'accord, l'effondrement. Bon. Donc, c'est un événement traumatique. On se souvient tous d'où on était, ce qu'on faisait, etc. Donc, on est tous intéressés par le 11 septembre. Donc, c'est un levier formidable pour le conspirationnisme, puisque les théories du complot, le révisionnisme sur les attentats du 11 septembre, il s'empare d'un sujet que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Donc ça met en contact le monde entier, en fait, avec cette pensée du complot. Alors qu'autrefois, ça touchait les gens qui pensaient qu'on n'était pas allé sur la Lune, que JFK était assassiné par le CIA, etc. Et puis je pense qu'il y a aussi le phénomène, mais ça on l'a beaucoup dit, mais bon, il faut le dire, c'est évidemment la conjonction avec le numérique. Oui, avec l'essor du numérique à l'époque. Et c'est pour ça que ton site à toi était absolument essentiel à cette époque-là pour essayer de lutter contre cette jonction de ces multiples discours complotistes qui réussit à on parle des millefeuilles argumentatifs, à se sédimenter et avoir une force, parce que le volume donne une sensation de puissance. Avec l'idée que si on nous a menti là-dessus, on a pu nous mentir aussi là-dessus. Ce qui a été marquant, effectivement, c'est qu'on a filmé presque pour la première fois une catastrophe en direct. Et la seule catastrophe qu'on ait filmée de la sorte, c'était le pont de Tacoma. Moi, je cite souvent cet exemple-là, le pont de Tacoma qui s'est effondré en 1941, je ne sais plus exactement, où vous avez un pont suspendu qui a été soumis en fait à même pas une tempête, des vents de 70 km/h, pas plus, mais qui a été mal conçu. Et ce pont, la vidéo est célèbre, il s'est effondré. Et c'était avec les tours, je crois que c'est après, maintenant, on a beaucoup avec les téléphones. Dès qu'il y a une catastrophe, on s'étonne même qu'il n'y ait pas de vidéo. À l'époque, il n'y avait pas tant de téléphones comme ça. Mais entre Tacoma et les tours, ça a été effectivement... Et là, depuis maintenant, dès qu'il y a même temps, au contraire, quand on se noie, au lieu d'aller secourir les gens, on les filme. On l'a vu cette semaine encore. Donc, c'est dramatique. En tout cas, c'est vraiment un moment inaugural dans la complosphère, notamment dans la complosphère numérique, et dont on a encore, j'insiste un peu là-dessus, toute cette imaginaire complotiste n'a pas totalement disparu. Et il vient souvent se cumuler, s'hybrider, et se mélanger avec d'autres théories complotistes contre
essentiellement l'appareil, le deep state américain, où on va souvent faire un clin d'œil au 11 septembre. Alors Jérôme, je crois que la baseline de votre compte sur, pas Twitter, mais sur X, est No Fake Science. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que finalement cette façon de lutter contre les théories du complot, cette façon scientifique de lutter contre les théories du complot, est très efficace aujourd'hui, puisqu'il y a toujours cet affrontement entre croyance et science? Il y a toujours l'affrontement. Par contre, je trouve que, moi, j'ai découvert Twitter il n'y a pas très longtemps, en fait. Et j'aime bien, parce que ça permet aux gens de se retrouver, d'agir. Et alors, ce que, depuis quelques semaines, là, les histoires des notes là, sur Twitter, j'ai trouvé ça génial. Parce que ça va permettre un peu de mettre des petits bémols à certains endroits où ça va faire mal, c'est sûr. Mais ça, je trouvais ça très très bien. Oui, il faut juste espérer qu'elle ne soit pas instrumentalisée. Voilà. Alors combien de temps ça va être à peu près propre, voilà. Pour l'instant, ça tient, mais j'ai peur. J'ai peur qu'effectivement, on ait affaire à des trolls et que ça dérape comme d'autres choses ont dérapé assez vite, quoi. Ouais. Aujourd'hui, le rôle d'un scientifique, c'est d'apporter sa connaissance dans le débat public pour justement lutter contre ses croyances. On l'a vu avec... ce qu'il y a de bien, c'est que le Covid aussi a permis justement aux gens de voir que il ne fallait pas tout prendre pour argent comptant, et que même parmi les spécialistes, les tops du top, les pontes du domaine, on pourrait avoir des gens qui disaient des bêtises incommensurables, quoi. Et donc, oui. Mais... Maintenant, on le sait, donc les gens vont se méfier, peut-être, mais voilà. Mais par contre, ça montre aussi que les scientifiques doivent prendre la parole. Et moi, j'étais sur le 7 ans l'un des premiers à prendre la parole. J'ai réussi à mouiller des collègues quand on a fait la revue. Mais voilà, et quand il y a d'autres sujets, que ce soit sur, je le disais, les OGM, sur le Covid, il faut que les gens prennent la parole. Et je crois que même le Covid a permis de se prendre conscience de ça, et je crois que les gens hésitent beaucoup moins maintenant. Oui, je pense qu'il y a peut-être un truc, moi le parallèle que je fais effectivement entre le 11 septembre et le Covid, c'est le fait que, notamment pour les franges complotistes, ne pas comprendre ou ne pas prendre en compte le consensus scientifique, tout simplement le consensus sur un sujet, de ne pas le percevoir, et de penser qu'une voix discordante a autant de légitimité, voire plus, parce qu'elle est contre un système, qu'elle est contre une pensée unique, une version officielle, c'est le terme employé, d'ailleurs, on n'est pas des moutons. On ne devrait pas parler de version officielle, il y a juste la version relativement bien établie, mais qu'eux qualifient d'officielle. Et donc cette idée qu'il y a presque une prime pour la voix discordante, qui elle vient se battre, qui est courageuse, pour ne pas être un mouton, parce que les autres, pour ne pas effectivement ne pas être un mouton. Donc on a les mêmes travers malgré tout en 2001 et avec le Covid. Pour moi, je ne sais pas si les choses se sont véritablement améliorées, simplement parce que l'écosystème numérique aujourd'hui n'est pas celui qu'on avait en 2005 ou même en 2005-2010. Twitter n'avait pas du tout l'impact qu'il a aujourd'hui. La capacité on a évoqué tout à l'heure Tucker Carlson, qui arrive à faire des centaines ou des dizaines de millions, voire des centaines de millions de vues sur une vidéo, de millions de vues. On est sur des capacités d'échelle de nuisance qui vont bien au-delà de ce qu'on a pu connaître à l'époque du 11 septembre. C'est vrai. Là, 11 septembre, c'était limité au forum. Les forums aussi, il y avait du monde. Hein. Ah oui. Et dans le forum, moi, j'avais un sujet qui était consacré à mon site, à Jérôme Kiran. Il y avait 1 million de vues là aussi, et je ne sais pas combien de messages qui étaient sur cette ligne-là. Attention. Et ils avaient vraiment une vraie capacité pas seulement, on pensait numérique, donc on pense effectivement simplement une effervescence sur ces différents forums. Il se trouve que moi, en 2007, je suis allé aux États-Unis pour le jour anniversaire du 11 septembre, pour voir les manifestations organisées par les collectifs Reopen. Mais il y avait du monde, du monde. Donc c'était pas de l'activisme uniquement de l'activisme de clavier. C'était des gens qui étaient dans la rue avec Inside Job, des énormes pancartes, des sittings, des manifs, bref. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc c'était pas, j'insiste là-dessus, pas simplement un trip de complotistes de clavier. C'était des gens dans la rue. Qu'on n'a pas eu en France quand même. Non, France, heureusement. Encore que Reopen 911 encore était une sorte de hub culturel à organiser des conférences, des projections, Gage,
et qui a été un hub de relais du complotisme italien, peut-être américain. Donc ils ont fait, comme tu disais... Non, mais en fait, il y avait un écosystème complotiste. Il n'y avait pas d'écosystème anticomplotiste. Parce que toi, tu étais bien seul. Nous aussi. Enfin, tu vois. Et parce qu'au fond, on n'est pas militant. On est militant contre le complotisme. On n'est pas militant sur chacun des... Voilà. Par contre, voilà, de nos jours, il y a beaucoup plus maintenant de débunkers ou de fact-checkers. Absolument. Et qui font qu'effectivement, on a beaucoup plus de sources. Mais c'est relativement récent. Oui, voilà. C'est relativement récent. Et puis des gens qui mettent leur expertise réelle, parfois, pas toujours, parfois, au service, justement, de la critique des mythes, des affirmations, etc. Eh bien, merci Jérôme Quiron d'être venu nous voir en ce 11 septembre 2023. Merci Rudy, merci Tristan. On vous retrouve sur Complorama. Cette émission a été réalisée par Martin Béraud et préparée par Victor Motin. On se retrouve très bientôt. Salut à tous. Merci salut. Ciao.